Après ce petit rappel de la première partie, donc venons-en maintenant au cœur du sujet, et donc voici la source sur laquelle je me suis basé pour faire mon article de 2016. Donc là, vous avez, on est bien sur le site Yahoo avec M6 Info, donc 11 janvier 2016, et vous lisez comme moi, donc Hitler se serait enfui en Argentine, affirme un ex-agent de la CIA. C'est la question que l'on va se poser tout au long de cette vidéo. Donc je vous l'avais annoncé dans la première partie. Donc, est-ce que Adolf Hitler, finalement, s'est bien suicidé comme on nous l'a appris depuis plus de 70 ans sur les bancs de l'école ou de la télévision? Ou au contraire, est-ce que celui qui est considéré à juste titre comme le plus grand génocidaire de l'humanité, dont la dépouille a été officiellement incinérée et qui n'avait que pour seul témoin son garde du corps, se serait finalement enfui en Amérique latine? Alors d'abord, d'après les sources, il y aurait eu une petite escale en Colombie, comme d'ailleurs du reste un bon nombre de dignitaires nazis, on aura l'occasion d'en parler, les fascistes italiens, pour ensuite après se retrouver dans les années 50, quelques années plus tard, en Argentine, et puis pour finir ses jours, d'après encore une fois différentes sources, toujours à vérifier, toujours à recouper, parce que voilà, rien n'est jamais sûr. Donc là on parlera beaucoup au conditionnel forcément. Donc en 1973, à l'âge de 95 ans, donc finalement il aurait vécu jusqu'à l'âge de 95 ans pour s'éteindre dans la capitale du Paraguay en 1973. On essaiera de vérifier, si possible, bien que ce soit toujours périlleux de vérifier même avec un outil aussi performant que donc, notre grille de lecture astrale, si on retrouve des conjectures qui peuvent militer en faveur de la thèse de la mort à cet âge-là, et également, bien sûr, est-ce qu'il s'est suicidé en 1945, le 30 avril 1945 à 14h30, comme nous l'indiquent les sources officielles. Il faut savoir que ça faisait quand même pas mal d'années que cette antithèse de la thèse officielle fuitait, puisqu'il y a de nombreux historiens, notamment dans les années 80, il me semble, fin des années 80, qui sont allés sur place et ont émis de nombreux doutes en constatant que sur les différents éléments de preuve qu'ils ont pu réunir, ils ont remis en question et remis en doute la version officielle avec quelques éléments de preuve, bien sûr. Donc on verra, si on a le temps, un sujet d'ailleurs, une vidéo. C'était un débat entre deux historiens, donc assez bref. C'était dans une émission, je crois que c'était Ciel Montmardi, ou une émission en tout cas animée à l'époque par Christophe de Chavannes. Mais tout est remonté en tout cas à la surface. Donc je le rappelais dans la première partie et tout à l'heure, à l'instant, à la faveur donc de ces fameux documents déclassifiés qui laissent penser justement qu'Adolf Hitler ne serait donc pas mort en 1945, mais se serait enfui donc ce 30 avril 1945, et donc que son suicide finalement, ça aurait été tout bonnement en fait une mise en scène. Alors il est intéressant de remarquer que cette révélation arrivait en parfaite synchronicité avec la réédition de l'ouvrage de la terrible doctrine nazie, publié dans Mein Kampf en Allemagne, puisque en fait il y a une réédition de ce livre, le fameux livre d'Hitler qu'Hitler a écrit durant son incarcération, il me semble, c'était dans les années, je crois les années 20, il me semble, et donc ça a été réédité et tout arrivé en même temps. C'est-à-dire, la source que je vous ai montrée tout à l'heure, donc sur M6, là, M6 Yahoo, et ben en fait, au même moment, on avait la réédition. Donc tout ça, il y a pas de hasard. Et on voit que ces vérités éclatent forcément au grand jour 70 ans après, donc il correspond au temps de prescription de ces vérités qui dérangent et que les personnages clés ne soient plus de ce monde pour répondre à leurs actes. Ça, c'est un classique. De toute façon, les documents déclassifiés, ils ressortent toujours 70 ans après, 60-70 ans après, finalement, une fois qu'il n'y a plus personne, quoi, ou très peu de monde. C'est bien dommage. Alors astrologiquement, on pourrait faire encore une fois l'analogie entre l'histoire, les conjonctures célestes. Donc là, on a un autre exemple, puisque cet événement passé sous silence par la plupart des grands médias, même si vous avez vu qu'il y a eu un petit article quand même sur M6 Yahoo, donc correspond à la reformation des grands cycles planétaires. Donc dans le cas d'Hitler, il s'agissait de la reformation du carré Uranus-Pluton. Donc on en a suffisamment parlé. Donc là, pour rappel, vous vous souvenez que cette terrible dissonance sur Uranus-Pluton, Bélier, Cancer, donc ça c'était de l'époque, qui avait plongé notre monde dans la crise, qui avait permis la montée en 1933 donc de Hitler, de ce dictateur, au pouvoir, et fait basculer notre monde
dans l'horreur la plus totale. Donc après, derrière, on a eu le chaos de la Seconde Guerre mondiale, avec la solution finale pour exterminer des millions de juifs, tziganes, hein, tous les opposants politiques, etc. Donc là, ce fut le point d'orgue, hein. Donc là, on avait dépassé, bien sûr, le cycle, on n'avait plus Uranus, Pluton, Bélier, Cancer, hein. Donc après, on a eu Uranus, bien sûr, en Taureau. Donc c'est bien aussi de se faire ce parallèle-là, puisqu'en ce moment, on a Uranus en Taureau, justement. Donc vous allez voir on en a déjà parlé, il y a des similitudes, hein. Et donc depuis 2010-2011, ben, on a assisté à la reformation d'une figure jumelle, hein, de ce cycle céleste, le carré Uranus-Pluton, Bélier, cette fois-ci Capricorne, c'est-à-dire que Pluton est dans le signe opposé. Donc vous avez Pluton, hein, la planète de mystère, la planète de destruction, mais aussi de régénération, donc il fait remonter les tréfonds de l'enfer ou les tréfonds de la surface de la Terre, toutes ces vérités qui dérangent justement, hein. Et lors de la publication, ben, on avait Pluton qui se trouvait à 15 degrés 23 du Capricorne, c'est-à-dire au moment où je vous ai montré la date de l'article, au moment moi où je l'ai découvert. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres articles avant, mais forcément, j'ai jeté un coup d'œil aux positions célestes à ce moment-là, et donc on retrouvait Pluton à 15 degrés 23 du Capricorne, à l'opposé, hein, du signe dans lequel il fut découvert par les télescopes de Flagstaff en Arizona, donc aux États-Unis, le 18 février 1930 à 17h40, j'allais dire à 17h46, à 17 degrés 46 rétrograde du Cancer. Donc là, on n'était plus très loin, hein. C'est-à-dire qu'on n'était plus très loin du fameux demi-cycle dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos. On était à 2 degrés, un orbe très très proche, grosso modo, hein. Et en plus, si on prend la France de la Ve République, on l'a en maison 8, c'est-à-dire que Pluton, en fait, flirtait ou était déjà en contact avec cette maison 8, la maison 8, la maison des secrets, hein, la maison des transformations, des mutations, des régénérations. Donc là, on retrouve doublement l'aspect régénérateur, avec Pluton qui régénère, qui ressuscite, on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, le passé face au Cancer, signe du passé, signe de la mémoire, donc qui régénère tout ça. Et puis on avait un carré, mais vraiment parfait, avec la lune de la France de la Ve République, du 28 septembre 1958, puisqu'on a une lune en bélier, nous, à 15 degrés, voilà, à peu près 15 degrés 23, et on avait vraiment Pluton à ce moment-là. Et pour couronner le tout, ce jour-là, on avait le Soleil et la Lune en Capricorne. Donc ce fameux 12 janvier, date de l'article que je vous ai montré. Alors avant de tenter de faire la lumière, hein, sur les conditions de la mort d'Adolf Hitler, pour essayer vraiment de voir est-ce qu'il s'est enfui, est-ce qu'il s'est suicidé, ou en tout cas d'essayer de confirmer, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments, pas mal de documents. Donc on confrontera bien sûr les documents officiels, déclassifiés, les sources historiques officielles et plus officieuses. Donc on jettera tout d'abord un coup d'œil sur son thème astral pour mieux comprendre ce personnage, pour nous familiariser bien sûr avec son thème. Donc c'est quand même un personnage clé de l'histoire, c'est le personnage, entre guillemets, vedette de cette vidéo-là. Pour d'autres vidéos, on essaiera de parler de secrets d'histoire pour d'autres sujets. Donc de cette période, c'est vrai que c'est une période quand même charnière de notre histoire, donc on l'a rappelé, et surtout qu'on a des cycles au fait faux jumeaux avec ceux que l'on retrouve en ce moment. Donc on a parlé d'Uranus en Taureau, et c'est à ce moment-là, en fait, hein, au moment où on a eu les cycles faux jumeaux, donc Uranus-Pluton, hein, donc vous l'avez bien compris, on a eu cette montée d'Hitler au pouvoir à la faveur de la crise, hein. C'est souvent dans les périodes troubles, hein, que les dictateurs arrivent, hein, quand c'est la misère. Les gens sont tout de suite plus facilement captivés par les prophètes de malheur, quoi. C'est beaucoup plus facile de manipuler les gens quand les gens sont appauvris, quand ils sont dans le désarroi, et donc souvent ils recherchent un sauveur. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc là, on avait ce cycle Uranus-Pluton, et on l'a retrouvé jusqu'en fin 2018, quoi, grosso modo, jusque là, récemment. Donc là, on est passé sous le cycle Uranus en Taureau, et à l'époque, eh ben, on avait sous Uranus en Taureau en 1939, quand on a eu la guerre, quand il y a eu cette guerre éclair, eh ben, c'était sous le cycle Uranus en Taureau, quoi. Donc là, en ce moment, on parle beaucoup de l'Iran, on parle beaucoup des États-Unis, il y a des tensions très très fortes, donc attention, attention. Bon, on a déjà fait des vidéos aussi là-dessus pour essayer de prévoir si malheureusement il pourrait y avoir à nouveau un nouveau conflit qui pourrait se retrouver dans les années qui arrivent.
Donc là, je vous renvoie aux vidéos précédentes, notamment sur nos prévisions et prédictions 2019 et pour les années futures. Donc ça, c'est plutôt dans la partie, il me semble, 8 ou 9. En tout cas, c'est vers la fin, on a fait tout un travail là-dessus et j'avais parlé des tensions au moment où on a fait la vidéo sur les crashs. À la fin, je vous avais dit, attention, on arrive sur une période délicate, donc entre l'Iran et les États-Unis. Effectivement, on a bien eu là un quasi-motif de casus belli avec la destruction d'un drone iranien, enfin les Iraniens qui ont détruit un drone américain, etc. Là, je vous renvoie, pour pas nous écarter, à toute l'actualité brûlante, hein, mais voilà, on ne peut pas ne pas comprendre tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui si on ne comprend pas l'histoire. Donc on va continuer, donc cette fois-ci en attaquant le thème d'Adolf Hitler. Nous voici sur le thème astral d'Adolf Hitler, donc il est né le 20 avril 1889 à 18h30 à Brno en Autriche, donc il est taureau ascendant balance. Il est intéressant à noter que Charlie Chaplin, qui a joué son rôle dans Le Dictateur, est né la même année, à quelques jours près. Hein. Il est né le 16 avril 1889. Hein. Donc Adolf Hitler donc était de son vivant, donc taureau ascendant balance, une combinaison vénusienne, a priori, quand on regarde comme ça juste la combinaison zodiacale, donc plutôt calme, agréable, sociable, donc à l'instar de la balance, hein, qui est un signe qui cherche avant tout normalement la pacification, la conciliation, la diplomatie, et puis qui fuit plutôt le conflit. Donc cette combinaison taureau-balance est plutôt typique d'un artiste, sculpteur, peintre, pourquoi pas même cuisinier, ou créateur de mode, mais en tout cas, c'est pas une combinaison, a priori, comme ça, quand on la regarde, belliqueuse, belliciste, quoi. Hein. Et on n'a pas le côté chef militaire, autoritaire, sanguinaire qui apparaît d'emblée comme ça. Mais en astrologie, voilà, comme dans la vie, le diable se cache souvent dans les détails. Hein, ici, du reste de l'architecture du thème natal, hein, d'une part qui va se confronter à tout un contexte aussi éducatif. Donc forcément, on a le premier conditionnement, donc bien sûr, c'est les astres, hein, c'est la manière dont les astres ont façonné en fait, hein, donc son caractère, ses potentialités, ses failles, etc. Et puis on a tout le contexte éducatif et historique, hein, qui sont finalement que la traduction des cycles planétaires qui sont entrés en résonance avec son thème natal, donc pour arriver, pour à l'arrivée des courses, en fait, faire une machine de guerre, puis le monstre, hein, sanguinaire, co-responsable, entre autres, hein, de la dictature d'un régime totalitaire, donc la Seconde Guerre mondiale, avec l'Holocauste, le génocide, les millions d'innocents qui sont morts. Donc il se trouve justement, donc certains le savent probablement, qu'avant de devenir le Führer, Hitler se destinait à une carrière d'artiste. Donc là, on est bien dans le contexte, hein, du taureau, donc ascendant balance. Hein. Donc il a tout d'abord dû batailler avec son père sur le plan scolaire, a priori qui le destinait à un autre parcours. Apparemment, il voulait qu'il soit haut fonctionnaire d'entrée de jeu. Donc on va voir qu'on retrouve des éléments dans son thème. Hein. Ensuite, plus tard, je vous fais un petit topo très rapide sur son enfance, hein, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui savent tout ça, et même bien plus encore. Hein. Donc il a passé plusieurs fois le concours de l'école des beaux-arts qu'il a à chaque fois raté. Donc il aurait même été par la suite un temps difficile à croire, mais il aurait été marginal et il aurait quand même pu vendre quelques toiles, quand même, devenir une sorte d'artiste saltimbanque, avant de s'engager dans l'armée pour faire plus tard, bien sûr, cette carrière politique, se découvrir des talents d'orateur. Et donc sur le plan de la construction de sa personnalité, de son identité, il a souvent oscillé entre rébellion et recherche en fait d'une discipline de fer. Et c'est vrai que lorsqu'on jette un premier coup d'œil, on se rend compte que la majeure partie des astres, si vraiment on rentre dans le thème astral maintenant, on va le détailler, on s'aperçoit qu'il y a la majeure partie des planètes, en fait, séjournent dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en fait le haut, tout en haut de la ligne de flottaison symbolisée par l'ascendant, descendant. Donc ça montre qu'il avait un fort besoin de reconnaissance sociale et des aspirations élevées, à occuper des fonctions plutôt d'homme public. Hein. C'est-à-dire que déjà, on retrouve le côté artiste avec le taureau et la balance, et en plus, un besoin très fort, a priori, en jetant un premier coup d'œil, de reconnaissance. Donc d'occuper des fonctions plutôt d'homme public. Hein. Donc c'est une personne qui est marquée
enfin les personnes en général qui sont marquées par les hémisphères sud, c'est-à-dire le haut, où on a une concentration de planètes au-dessus, donc sont plutôt extravertis, ont besoin de s'extérioriser, de s'affirmer dans le monde social, et c'est des personnes qui vont privilégier plutôt le monde matériel et professionnel plutôt qu'autre chose, quoi, hein. Ensuite, on s'aperçoit aussi qu'il a une carence en astre en eau, c'est-à-dire qu'il n'a pas de planète dans des signes d'eau, hein. Il a tout, signe de terre, signe de feu, signe d'air, signe de terre encore, mais il n'a aucune planète, aucun astre, mis à part, bon, ça c'est un élément fictif, c'est la tête du dragon qui est en cancer, mais sinon il n'a pas d'astre à proprement parler dans le signe d'eau. Donc ça montre en fait une forme d'imperméabilité aux sentiments d'autrui, donc qui peut donner une froideur ou accentuer la froideur apparente qu'il peut avoir, des difficultés aussi à exprimer les émotions. Ça, c'est les gens en tout cas qui sont carencés, vous pouvez en retrouver hein, comme ça dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas de planète. Alors, ils peuvent compenser s'ils ont, par exemple, je sais pas moi, Neptune ou la Lune, par exemple, qui est valorisée. Donc, ça va quand même compenser. Donc là, il se trouve qu'après, on parlera, mais il a Uranus, lui, qui domine dans son thème. Non, entre autres, hein, Uranus. Donc, Uranus, c'est plutôt une planète extrêmement froide. Donc, lui, en fait, si on revient sur le cas d'Hitler, mais c'est valable pour plein de monde, hein, qui n'ont pas, justement, de planète en signe d'eau, donc ils peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions et avoir des difficultés même à pleurer quelque part. Donc ce caractère froid et glacial, donc déjà on le disait, Uranus est là quelque part pour renforcer ce côté froid. Alors il a une signature urano-solaire, en gros, hein, entre autres. Hein. Uranus valorisé pas très loin de la cuspide de l'ascendant, puis on a également le Soleil, très fortement valorisé. Donc là, qui tout de suite exprime aussi le besoin de s'affirmer. Uranus, besoin de s'affirmer, le Soleil aussi, besoin d'être reconnu. Donc là, on retombe bien sur nos pieds avec le premier coup d'œil qu'on a eu. Donc on a Uranus dominant, donc la cuspide de l'ascendant. Donc ce Soleil valorisé à la cuspide, cette fois du descendant, donc soit la fameuse maison 7, qui est en analogie avec Vénus, en plus qui est Vénus qui est dans son domicile, qui est à la fois le maître du taureau et en même temps le maître de la balance. Hein, qui est son ascendant. Donc là, on retombe encore une fois sur nos pieds. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on tourne en boucle sur le côté artiste, où Hitler, en fait, c'est a priori pas mal recherché une identité au départ plutôt d'artiste. Alors le Soleil, normalement, c'est un astre plutôt chaleureux qui est au-delà du fait de chercher à être reconnu socialement. Donc c'est plutôt un astre qui est plutôt qui amène normalement de la chaleur. Donc lui, il aurait pu amener, on va dire, cette chaleur-là en tant qu'artiste s'il s'était réalisé a priori. Mais dans le cas d'Hitler, donc on s'aperçoit vraiment, si on rentre vraiment dans le détail, puisque c'est dans le détail qu'il faut quand même qu'on peut avoir la nuance. Hein. Donc on a donc ce soleil-là qui représente l'énergie vitale, la volonté, la conscience propre, également l'identité, mais aussi le père. Hein, on verra que le soleil est attaqué en fait hein, d'une certaine manière. Donc le soleil représente justement le père. Donc là on avait dit à l'instant que le père voulait qu'il soit haut fonctionnaire et certainement pas artiste. Donc là, il y a des attaques planétaires extrêmement dures sur lesquelles on va insister et préciser. Et donc ça peut expliquer déjà pas mal de choses. Hein. Donc on a une opposition Soleil à la cuspide de l'ascendant, donc qui est visible. Hein, on le voit bien là, avec ce trait-là, d'accord. Donc la balance dont le premier maître est Vénus. Ici, on voit Vénus d'ailleurs qui est rétrograde à 16 degrés 43. Donc là, qui montre hein, la rétrogradation en astrologie karmique, c'est important. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'artistique, avec la création. Alors je dis l'artistique, c'est Vénus. Vénus, c'est tout. Hein. C'est l'amour, ça peut être l'amour du père, puisqu'on a Vénus aussi en taureau. Vénus, donc taureau, dont le signe solaire est taureau, avec d'ailleurs une conjonction à Mars. Donc Mars, c'est aussi une planète de masculinité, quelque part. C'est aussi la planète de la guerre, donc on le verra. Là, on peut parler d'art, de faire de la guerre aussi, hein, vu que après il a complètement dérivé vers ce côté donc chef militaire quoi, hein, dictateur. Et donc, mais c'est vrai que Vénus normalement ça concerne aussi l'amour, les goûts, ça concerne la nourriture, ça peut concerner l'argent. Donc là il faut voir après comment il a vécu au niveau de son enfance, comment ça s'est passé. Ensuite on a donc Saturne, deuxième maître de l'ascendant Balance. Donc, deuxième maître qui représente hein, l'autorité parentale que l'on voit
qui est quelque part très fort en fait, hein, qui est à la fois culminant, donc très fort dans le thème, et doublement dissonant en fait justement à Vénus-Mars. Donc là, qui est en maison 7 et en taureau. Encore une fois, on retombe sur le 7, donc le côté social, aussi le caractère créatif, hein, le rapport aux autres. Donc là, on voit qu'il peut avoir ce rapport dur avec les autres à cause justement de ce Saturne. Donc Saturne, on voit l'autorité, qui incarne l'autorité, le père intérieur, mais qui incarne aussi l'autorité parentale à proprement parler. Donc il semblerait que ce soit donc plus le reste du thème, en fait, finalement, autoritaire, hein, qui l'aurait emporté sur la signature vénusienne, au tempérament d'artiste, notamment à cause des heurts, sans doute avec son père qui voulait que son fils devienne justement ce haut fonctionnaire, alors que lui aspirait à devenir artiste. Donc là, on retrouve bien la volonté aussi émancipatrice de vouloir sortir des sentiers battus avec Uranus, hein, d'une éducation. Peut-être que si son père lui avait dit bah, il faut que tu sois artiste, il lui aurait mis la pression pour devenir artiste, peut-être qu'il aurait pris à contre-pied, parce que Uranus, c'est ça. Uranus, c'est une planète qui a tendance justement à prendre un petit peu le contre-pied, hein, de ce que on propose sur le plan éducatif en général, hein. Les Uraniens ont besoin ils ont une volonté de s'émanciper, de vouloir sortir des sentiers battus, de l'éducation, d'un destin tout tracé, en l'occurrence ici que le papa donc, lui aurait assigné, quoi, puisqu'on retrouve bien le jeu des correspondances. Saturne, maître de la balance, balance gouvernée par Vénus, Vénus donc maître du taureau, donc le taureau son signe zodiacal, donc pour rayonner avec le soleil, donc le papa, et on voit bien que Saturne-Mars est entravé par... pardon, Vénus-Mars est entravé par Saturne. Saturne qui culmine. Donc là, on voit bien, il parle de haut fonctionnaire, donc là on retrouve bien Saturne, hein, qui représente bien, quand on parle de fonctionnariat, on parle bien d'État, donc le plus haut niveau de l'État. Et de toute façon, bon, on retrouve de tout temps ces conflits intergénérationnels entre les parents, hein, si on regarde par là, qui utilisent souvent symboliquement leurs enfants comme médiation pour assouvir leurs desseins et leur volonté émancipatrice par rapport à leurs parents à eux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent ça, c'est perpétuel, quoi. Parce que chaque génération a ses mœurs, il y a des transformations sociales qui font qu'on est différent et on veut s'affirmer par rapport à ses parents. Au départ, on est dépendant d'eux, puis après, on veut s'affirmer. Donc, ça se fait de manière plus ou moins brutale. Tout dépend des enfants, tout dépend de pas mal de paramètres, bien sûr. Donc là, vous avez l'enfant donc, qui accepte à un moment donné donc, de se... Enfin, il y en a qui vont accepter de rentrer dans les clous, puis il y en a d'autres qui vont se rebeller, s'affirmer, affirmer leur singularité, leur identité propre. Donc là, on retrouve bien le caractère rebelle, puisqu'on a donc le soleil, hein, on a cette opposition-là, avec l'ascendant. L'ascendant, hein, qui prend en grippe Uranus, quoi, hein. Donc là, on a bien le caractère rebelle, avec, ben là, on retrouve forcément des dommages, des blessures, des fractures que ça peut provoquer, puisque Uranus, c'est une planète qui a tendance à fracturer, à laisser des traces quand même assez violentes, puisque c'est une planète assez stressante. On va approfondir encore, même si on en a déjà dit beaucoup sur Uranus, hein. On a fait plein de vidéos là-dessus, mais on peut, bien sûr, sur ce cas précis, en parler davantage. Donc, dans le cas d'Hitler, donc, le conflit a eu certainement un impact non négligeable donc, sur sa scolarité. Apparemment, il n'a pas eu justement une scolarité, alors que c'est quelqu'un avec Uranus, qui est une planète très intelligente, c'est une planète d'érudition. On l'a vu aussi ça dans nos vidéos sur l'intelligence, l'intelligence collective, l'intelligence artificielle, les 8 formes d'intelligence et les intelligences multiples. On avait vu qu'Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, donc normalement, avec Uranus, il est capable d'apprendre très vite les choses, hein. Mais voilà, dans ce contexte-là de scolarité, on voit que bon, les résultats n'étaient pas bons du tout. Donc Saturne, donc là on peut l'imputer justement à tout ce qu'on a dit. Saturne, donc il forme le carré à la conjonction Vénus-Mars. Donc Vénus qui maîtrise son ascendant, donc son ascendant qui est la personnalité, sa façon de se comporter aux yeux du monde, hein, quelque part. Et Mars qui représente la capacité d'action. Donc le père ici a clairement brimé l'enfant, l'empêchant de vivre ses élans. Donc Vénus, on l'a dit, représente aussi l'amour. Donc là qui est bloqué par Saturne, donc sans doute qu'il a été carencé aussi à ce niveau-là. Pire encore, on voit que donc là on l'a dit aussi, Vénus donc est rétrograde. Donc là
on voit qu'il y a vraiment une frustration. Pour retenir un petit peu, pour faire la synthèse, en gros, hein, c'est que Hitler aurait été très probablement frustré. Et donc c'est ce qui peut expliquer une partie peut-être de sa rancœur, la rancœur qu'il a pu garder. Puisque le taureau, il ne faut pas l'oublier, c'est un signe qui va enraciner, qui va garder en lui, qui va garder des rancœurs. Le taureau est réputé pour être quelqu'un d'extrêmement rancunier, hein, donc qui a la rancœur extrêmement tenace. Alors, on peut parler aussi alors de Mars, donc, qui est une planète qui symbolise forcément autant l'action que la masculinité, donc l'image virile, hein, du père, qui dirige le bélier. Donc on a Mars en taureau, qui est maître du bélier, où on a justement Mercure combuste, qui est en conjonction, qui forme une conjonction avec le Soleil, donc qui forme cette opposition à Uranus. Donc là, on a la boucle, hein, qui est bouclée, donc qui laisse penser donc, que son père, en sa présence, a dû le stresser, l'énerver. Donc cette planète-là, donc sur le plan énergétique, on l'a vu de nombreuses fois, extrêmement excitable, très nerveuse, très certainement. Donc chercher à le discipliner à l'école pour qu'il suive la carrière souhaitée. Donc la négation du potentiel artistique, hein, par les dissonances que l'on a vu, donc a pu provoquer donc la frustration, colère intérieure et rancœur. En fait, quelle que soit la manière dont on prend le thème, vous voyez, j'essaie de le prendre de plusieurs façons, on retrouve à chaque fois, on retombe toujours sur la frustration, la colère intérieure, la rancœur, quoi. La rancœur taureau qui rumine, qui enracine à vie, quand on a mal digéré les choses. Donc là, on peut le garder et puis après ressortir d'une manière brutale. Donc là, la manière brutale, c'est la manière éclair, quoi. Vous voyez, Uranus. Donc je vous disais, donc cette volonté de se rebeller, d'aller à contre-courant, donc c'est une planète de liberté. Donc il y a un besoin viscéral d'assouvir donc ce caractère unique, hein, de se singulariser. Donc il peut dégénérer quelque part tôt ou tard, euh, donc dans soit une marginalité. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans sa vie. On l'a rappelé très brièvement. À un moment donné, ça n'allait pas. Il s'est retrouvé dans une situation d'échec. Donc là, il s'est retrouvé marginal. Comme on peut le retrouver après de façon beaucoup plus autoritaire. Une fois qu'on lui redonne du pouvoir, une fois qu'il a réussi à se remettre en selle, puisque avec Uranus, dans le destin, il y a souvent des retournements de situation. Là, on retrouve bien aussi le côté karmique avec donc le caractère rétrograde d'Uranus. Donc là, on retrouve bien le up and down dans le destin et le parcours d'Hitler, quoi. C'est-à-dire qu'il a vu, d'ailleurs, on l'a vu à un moment donné en prison. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, Uranus en maison 12, hein, qui symbolise bien donc les lieux fermés, hein, les prisons, ça peut être les hôpitaux. D'ailleurs, il a été aussi hospitalisé. Là, on peut également rajouter ça. Hein, je crois qu'il a eu un problème de vue, hein, quand il a fait l'armée, il a participé à la guerre, il s'est blessé, il a eu des problèmes de vue. Donc là, on retrouve aussi, encore une fois, hein, donc le caractère, le rapport entre Uranus, opposition donc, au descendant, où on retrouve Soleil, Mercure, Mercure dans le signe du Bélier, avec Mars, hein, donc dans le signe du Taureau, donc qui gouverne la vue. Donc là, on a une correspondance entre le Bélier, donc qui gouverne la tête et la vue, et puis Mercure, donc le Mars, pardon, qui est maître du Bélier. Et puis cette opposition-là, donc à la balance, enfin à la cuspide de l'ascendant, placée en balance. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'Uranus, à un moment donné, donc une fois qu'on lui redonne du pouvoir, donc on peut le retrouver dans un caractère beaucoup plus autoritaire. C'est-à-dire que c'est lui après qui privera de liberté les autres, quoi. C'est-à-dire que lui, il a été à un moment donné privé de liberté, parce qu'il a été en prison à un moment donné, mais lui-même, après, on a ce retournement de situation, quand il a eu du pouvoir, il a eu cette... vous voyez, certainement que la rancœur aussi a dû jouer, entre autres, hein, il y a plein d'éléments, bien sûr, qu'on peut rajouter. Et donc voilà, donc pendant son enfance, il a eu envie de briser les dogmes, les conventions, et puis après, par la suite, une fois qu'il a eu du pouvoir, il a abusé de son pouvoir, quoi, quelque part, hein. Donc là, toujours bien garder en tête que Uranus, c'est vraiment une planète hors norme, c'est une planète qui est capable d'anticiper, donc qui est capable vraiment de se distinguer, qui veut être différent de la masse, qui veut pas être médiocre, qui veut pas être comme monsieur et madame tout le monde, qui veut vraiment être unique quelque part, et donc il veut toujours affirmer son individualité, et puis qui peut passer d'un instant à un autre un comportement très calme à un emportement, à une révolte,
Et donc, des caractères, enfin, c'est un caractère qui peut être impressionnant, très versatile, très changeant, qui peut être... donc, c'est une planète extrêmement intelligente, on l'a dit, multiple, hein, qui peut fonctionner par fulgurance. Donc, c'est une intelligence collective. C'est la planète des génies, comme la planète des fous furieux, quoi. En plus, on l'a en maison 12, donc là, après, on parlera des correspondances avec les autres astres, avec notamment Neptune, puisque Neptune est la gluten de la maison 12. Mais voilà, hein, là, on retrouve bien donc ce côté-là. Donc, d'après les témoignages, on nous dit qu'il était impressionnant, c'est-à-dire qu'il des fois, il affirmait son autorité par son côté imprévisible, justement. Donc, les gens ne savaient plus sur quel pied danser avec lui. Donc, ils avaient peur, justement, de ses emportements, puisque en fait, il ne faut pas oublier que le taureau et la balance sont des signes vénusiens, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent charmer. D'ailleurs, il a su charmer son auditoire, il a su charmer, quand après il est devenu, il a commencé à faire de la politique, etc. D'ailleurs, avec Uranus, hein, on passe bien à la radio, on passe bien à la télévision. Alors la télévision, elle était encore balbutiante, mais la radio, oui, et puis voilà, donc il y a ce côté théâtral, quoi, de ce côté qui va galvaniser, qui va électriser les foules. Donc on retrouve bien Uranus, encore une fois. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette planète-là, parce que c'est le cœur névralgique pour moi, il me semble, du thème. Et vous allez voir même pourquoi, même après sur l'impact sur le plan économique, sur le plan d'autres dimensions. Donc il y a ce côté, cette fermeté, quoi. Donc surtout si on combine avec Saturne, hein, Saturne, donc il donne ce côté abrupt, quoi. Mars-Vénus carré à Saturne. Saturne, maître de la balance. Donc là, il y a ce mélange-là de fermeté, il y a l'idée de séduction. Donc voilà, il y a une alternance finalement entre les deux. Donc ce côté foudroyant, et voilà. Donc on peut continuer comme ça très longtemps. On pourrait faire toute une vidéo pour approfondir encore sur le caractère uranien, pardon, je pourrais encore rajouter... donc au-delà de la fulgurance, donc ça je l'ai dit, le côté imprévisible, contestataire, donc la tendance à électriser les foules, je vous l'ai dit, et Uranus aussi, il ne faut pas l'oublier, voilà, c'est la planète aussi des libéraux et des capitalismes. Et vous verrez aussi que Uranus, on le retrouve chez bon nombre de chefs militaires. Tout à l'heure, je vous donnerai une liste, hein, qui ont Uranus valorisé, et on en a beaucoup en ce moment des dirigeants qui sont uraniens, à notre époque. Vous voyez, là on retrouve bien le capitalisme, on retrouve bien le côté... hyper intransigeant, hyper irascible, hyper autoritaire. Ben, on a déjà le premier, je peux vous le citer, c'est Emmanuel Macron, hein, qui a Mars-Uranus, on n'a pas cessé de le dire au cours de nos vidéos. Et puis on pourrait citer Donald Trump, oui, on peut tout de suite y aller. Après, j'ai établi une petite liste, une short list, mais vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de gens en fait qui ont ce caractère autoritaire, qui incarnent l'autorité avec Uranus, en fait, hein. On a le général de Gaulle, hein, qui avait d'ailleurs Uranus en balance, à peu près à la même position, donc qui était un général militaire, alors qui n'était pas... Certains le considéraient, hein, comme un... faut pas croire, hein, comme un dictateur. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de critiques, notamment quand il a pris les pleins pouvoirs, etc. Donc pendant la guerre d'Algérie, il y a eu tout un épisode comme ça où on a taxé le général de Gaulle d'avoir fait un putsch aussi, hein. Donc voilà, donc finalement on est bien... nos astres, en fait, ne nous trompent pas, quoi, hein. Elles nous disent bien les choses, hein, qui correspondent bien à une réalité. La maison, un petit peu plus la maison 12, Uranus en maison 12, donc le foudroyant Uranus qui est en 12, en maison 12, donc l'univers des émotions, de la sensibilité, de l'inconscient collectif, l'humanité, mais aussi les mystères et les secrets. Donc cette position, en fait, met l'accent sur la partie subconsciente, la partie inconsciente, donc cette configuration met en tension et peut-être l'indice justement de cette folie, cette paranoïa, comme en fait ça peut être aussi pour certains, hein, en tout cas ceux qui l'ont forcément admiré à l'époque, ceux qui étaient sous sa férule, tout le peuple aussi qui s'est rangé derrière lui, hein. Donc il y a eu aussi cet éclair de génie pour les uns, forcément c'est l'horreur avec le recul de l'histoire et pour les adversaires forcément. Donc en tout cas, il y a l'art de se mettre en scène, donc on l'a dit aussi, donc l'art d'électriser les foules. Donc là, la foule, ça correspond à Neptune qui est l'almutène, hein, justement, de la maison 12. Et on retrouve bien foule, passion, Pluton, hein, d'accord, la conjonction Pluton-Neptune en maison 8. Donc là, en Gémeaux, communication. Donc là, on a bien le côté captivant, donc il arrive à captiver les foules,
dès ses premières prises de parole, etc. C'est comme ça qu'il a été repéré. Donc là, on a Neptune, Pluton en 8, hein, donc maison 8, qui montre bien qu'il a collectivement entraîné aussi. Au départ, il a séduit, pour ensuite entraîner vers la mort des milliers et des millions de personnes. Puisqu'on retrouve bien Neptune, la multitude, hein, aux côtés de Pluton en maison 8, donc la maison de la crise, de la mort, des transformations, de destruction, autodestruction. C'est aussi en rapport avec l'occultisme, hein, donc avec la cuspide qui débute d'ailleurs en taureau, avec Vénus, hein, donc maître du taureau, conjonction donc à Mars en 7, hein, donc il y a ce rôle social, ce rapport à autrui, donc on dit ce rôle en rapport avec les autres, donc il peut aussi, la maison 7 c'est aussi la maison des adversaires, donc il montre son désir et l'amour pour la guerre, on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, hein. Vous voyez, on peut vite finalement faire cette bascule-là, de finalement là où il n'a pas pu se réaliser en exposant des toiles, il a trouvé une manière beaucoup plus grandiose à ses yeux, mais grandiose dans le côté mortifère, hein, justement, de donner libre cours à son côté créatif, mais dans la guerre. Donc là, on retrouve bien Mars, alias Arès, la planète de la guerre, aux côtés de Vénus. Hein, Vénus tout-puissant en taureau. Donc là, on a justement, donc, si on combine le tout, donc on a bien cette guerre, l'art de la guerre, l'art de la purification aussi, hein, donc la folie, etc. Donc Uranus, c'est par ailleurs le maître du Verseau, donc on a d'ailleurs en 4, hein, c'est-à-dire que le Verseau, on l'a donc avec le fond du ciel. Donc Uranus, alors, on sait que l'almutène de la maison 4, c'est la Lune, donc la Lune, c'est le peuple, conjonction à Jupiter, donc on a bien l'idée de rassemblement, donc dans le signe du Capricorne, maîtrisé par Saturne. Donc, et en maison 3 en plus, donc il accroît le charisme, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Hein. C'est vrai qu'on a eu les jeunesses hitlériennes notamment. Donc le Capricorne, c'est le signe, hein, de l'État gouverné par Saturne, justement, qu'on retrouve en exil, en position culminante, au milieu du ciel, en quinconce, avec Vénus. Donc, encore une fois, qu'on retrouve en conjonction avec Mars, donc carré, avec autoritarisme. Hein. Mars carré à Saturne, c'est l'autoritarisme, l'inflexibilité, le despotisme, la dureté. D'ailleurs, tout à l'heure, je citais toutes les personnes de notre époque contemporaine qui ont un régime autoritaire, qui sont uraniennes. Eh bien, on peut rajouter Bolsonaro, tiens. Voilà, Bolsonaro, on pourrait regarder, on regardera si on a le temps. Donc le dirigeant brésilien, donc, qui est uranien, mais qui a également un Mars-Saturne, je vous dis ça de mémoire, mal aspecté. Donc là, on retrouve bien encore le caractère autoritaire. D'ailleurs, il y a des petites ressemblances. Il y en a en tout cas qui ont déjà fait ont déjà tiré le portrait et fait le rapprochement entre les deux, quoi. Alors justement, ce carré Mars-Saturne est très important puisque ça symbolise l'autoritarisme, l'inflexibilité, le despotisme, la dureté avec Mars, hein, qui est pourtant dans l'univers vénusien, aux côtés de Vénus, donc la planète de l'amour, donc c'est la planète de l'affection, mais qui est dévoyée, qui devient la détestation. Et là, on peut parler justement d'une forme de haine de soi, une sorte de nihilisme quelque part, avec justement tout son passé, sans doute. Hein. Il y a une rancœur, voilà, qu'il a dû donc faire fomenter, quoi, à travers justement son éducation, à travers aussi après d'autres choses, d'autres événements, notamment là il faudrait faire le rapprochement avec la défaite cuisante, hein, de l'Allemagne, donc sa patrie, lors de la Première Guerre mondiale, où l'Allemagne a subi ce qu'on a appelé un véritable diktat, c'est-à-dire donc une véritable humiliation avec des réparations extrêmement coûteuses, très importantes, trop importantes peut-être, donc il n'a pas permis aussi à l'Allemagne de se relever. Donc forcément, en tant que personnage donc, du signe du taureau, donc un signe rancunier, donc forcément la rancœur elle était tenace, quoi. Voilà. Après on peut rajouter forcément la haine aussi qu'il a eue, hein, de la part du côté des Juifs, hein, puisqu'il a eu aussi très tôt une haine vis-à-vis des Juifs, avec notamment, on a une banque autrichienne qui a fait faillite dans les années, je crois que c'est les années 30, hein, une banque autrichienne, et donc il est d'origine autrichienne, et c'était une banque qui était tenue par, par des Juifs, quoi. Et donc forcément, tout de suite, voilà, ça a alimenté sa rancœur. Donc voilà, donc là on retrouve bien la responsabilité, Saturne, hein, aussi la responsabilité donc, de la mort, hein, de millions d'âmes, hein, finalement.
avec Saturne, hein, donc on retrouve bien avec le jeu des correspondances, si on s'amusait à faire tout le jeu des correspondances, donc là Saturne au milieu du ciel, donc destin, vie publique, donc où il a bien occupé ce rôle étatique, donc il voulait être un chef exceptionnel d'ailleurs avec le lion, donc Saturne c'est le maître du Capricorne, où on retrouve Jupiter, Lune, maison 3, donc propagande d'État dans la diffusion de l'information et régime militaire. Donc, d'accord. Donc là, on a bien sur l'axe 3, 3, 9. Hein. Ensuite, on a l'axe, alors l'axe 1, 2, 8, pardon, qui est situé donc, en Sagittaire, Gémeaux. Donc là, Sagittaire, c'est le signe lié à l'étranger. Donc là, on retrouve bien aussi son rayonnement donc, qui a outrepassé finalement le cercle, la frontière en fait hein, de son pays. Au moment de sa montée et prise de pouvoir en 1933, nous avions bien Pluton en Cancer, d'accord, notamment, hein, donc pas loin de la tête du dragon, opposé donc, au Capricorne. Hein, on avait bien Pluton ici et Uranus en Bélier. D'accord, vous vous souvenez, on a parlé du cycle hein, Pluton-Uranus, faux jumeau à celui qu'on a eu, donc Uranus, Pluton qu'on a à notre époque, hein, donc année 2010-2011, à partir de 2010-2011. Donc là, c'est important de voir ça, puisqu'on voit bien que sa montée en fait en puissance correspond bien à ce cycle-là, Uranus, Pluton, Uranus, hein, d'accord, qu'on retrouve bien, et Pluton, il a bien ce cycle-là hein, dans son thème. Hein. Il a bien Pluton et Uranus qui ne forment pas un aspect directement, puisqu'il y a beaucoup de degrés d'écart, mais par contre, ils sont dans des signes donc, du même élément, quoi, hein, quelque part. Et donc, c'est au fur et à mesure que Uranus s'acheminait vers la fin donc, du cycle en bélier. Donc là, on a bien, vous voyez, la prise de parole. C'est là où il a commencé à électriser les foules, quand on a eu Uranus en conjonction vers la fin, vers sa prise de pouvoir en 1933. Hein, n'oubliez pas que Uranus transite le taureau à partir de 1934, à partir du 7 juin 1934. Donc là, on est bien dans ce registre-là, où on a bien Uranus qui forme une conjonction Mercure-Soleil. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il est monté au pouvoir. Alors lorsque la Première Guerre mondiale a débuté, donc c'était le 3 septembre 1939, on avait Neptune donc, qui était en Vierge, on avait Saturne-Uranus qui formait une conjonction en Taureau, donc qui formait un carré à Pluton qui venait d'entrer en fait en Lion, hein, d'accord. Et donc on avait Mars qui était en Capricorne, donc qui montre bien en fait le caractère aussi programmé. Forcément, quand on va faire la guerre, on va pas comme on va aux champignons, quoi. On prépare ça à l'avance, tout en sachant que Hitler a mené ce qu'on a appelé une guerre éclair, le fameux Blitz. Et là, on a bien Uranus à nouveau, hein, Uranus en Taureau, donc qui rentre en résonance avec, avec les éléments célestes dont on a parlé tout à l'heure, les éléments clés de son thème, tout ce qui est Taureau, et puis également la résonance qu'il y a entre Vénus en Taureau, Vénus qui est aussi le maître de la balance, où on retrouve justement Uranus. Hein. Donc ensuite, donc en 1934, donc sous Uranus en Taureau, on a eu toute la période de propagande. 1941-1945, on a eu l'Holocauste, la solution finale, avec Saturne-Uranus en Taureau, justement, entre 1941 et 1945, avec Uranus qui s'apprêtait à passer d'ailleurs en maison 8 d'Hitler, donc la mort, sur le plan collectif, et de façon organisée, pensée, industrialisée, systématisée, avec Saturne-Uranus. Donc voilà un petit peu, malheureusement, le déroulement des événements, donc à la lumière des astres. On pourrait en dire encore davantage, mais on va passer à la partie qui nous intéresse le plus. Donc probablement que je ferai une autre vidéo, puisque je me suis quand même pas mal étalé sur cette partie-là. Dans cette partie-là, nous allons continuer donc, sur le thème astral d'Adolf Hitler, et nous allons parler de ce que nous a dit notre cher ami abonné Nicolas, que je salue au passage, et que je remercie pour sa contribution donc, à ce débat, donc, pour savoir est-ce que Hitler s'est véritablement suicidé, comme nous le dit les livres d'histoire, ou au contraire, est-ce qu'il se serait enfui. Alors pour lui, il pense que la thèse de la fuite ne tient pas l'examen, ne tient pas la route, et il le prouve uniquement sur un plan astrologique, encore qu'il m'a aussi fourni des documents vidéo, donc que vous pourrez voir, je vous donnerai les références,
Donc voilà, alors on va commencer, je vais essayer de ne pas dénaturer ses propos, donc je vais les lire au fur et à mesure. Donc pour lui, hein, la mort, donc le type de mort, on consulte la maison 8, donc la mort, transformation. Donc la maison 8, on consulte également la maison 4, qui est la tombe, la fin des choses. Pour Hitler, la pointe de la 8 est en taureau. Donc le taureau, alors le maître du taureau, c'est Vénus, qui est en domicile, qui est en 7, en conjonction à Mars, Mars qui est en exil. Donc en exil, donc, lui, il estime donc, la nature maléfique de Mars soulignée par son exil. En exil, la planète exerce ce qu'elle a de pire en sa nature, et la nature sans frein. Donc ça, je vous dis mot pour mot ce qu'il me dit. Hein. Vénus et le taureau désignent bien les organes du cou, de la bouche. Très bien, tout à fait. En astrologie médicale, c'est exactement ça. Mars exprime la violence, la balle, le coup. Alors la thèse officielle explique qu'Hitler s'est tiré une balle dans la bouche et la gorge, hein, à la suite de quoi il s'est fait brûler. Donc là, il parle de Saturne en Lion, donc le feu, puisqu'il y a une dissonance avec, la conjonction Vénus-Mars. Par ailleurs, fait intéressant qui corrobore à nouveau la thèse officielle. C'est au moment, alors juste au moment avant la mort d'Hitler, donc il se serait marié avec Eva Braun. Donc Vénus, qui est l'un des significateurs de l'union du mariage, effectivement, puisque c'est aussi le maître de la balance, avec Jupiter pour officialité. Donc là, voilà, Vénus-Mars, donc dans la maison 7, celle du mariage, montre aussi la fin violente de cette union. C'est-à-dire, à la fois, il parle du mariage, qu'il avait le potentiel pour se marier rapidement, effectivement, parce que Mars parle bien de célérité, et on a bien en maison 7, et puis on a donc en même temps cette mort violente à cause donc de Mars à Saturne, quoi. Donc on constate chez Hitler une maison 7 bien remplie, qui exprime bien son rôle social, donc ça on en a parlé, sa confrontation aux autres, Vénus, donc là, qui représente directement, donc on a la conjonction à Mars toujours en exil, emprunt à la violence, la brutalité. Hitler était passionné, fasciné par les tableaux représentant les ruines et les dévastations, et en peignait aussi lui-même, tout à fait. Enfin, la maison 4, fin des choses, en Verseau, montre une fin originale, son mariage avant de mourir. Donc surprenante et soudaine, brutale. Donc le Verseau est un signe uranien, donc Saturne, maître de la 4, puisque, oui, alors Saturne, maître de la 4, alors lui je pense qu'il voulait dire peut-être maître du Verseau, parce qu'il est deuxième maître du Verseau. Donc effectivement, oui, on le retrouve bien en chute. Donc il parle de la chute en Lion, et en 10 montre que cette mort intervient dans une chute, un désastre, la fin du Troisième Reich. Donc voilà. Alors ensuite, je continue ce qu'il nous a dit. Je connais depuis des années le genre de thèse disant qu'Hitler serait parti en Argentine, etc. Je me suis interrogé là-dessus, je n'y crois pas. Comment rallier un sous-marin rapidement dans un tel chaos, par exemple? Mais je ne détiens pas la vérité. Cependant, donc notre ami est humble. Alors ce que je sais, c'est que des nazis ont bien trouvé refuge en Amérique latine, ont fait leur vie là-bas, donc il y a même eu des gens, je crois, qui se sont réfugiés en Algérie, certains soldats de la Wehrmacht. Peut-on parler dans ce cas-là du nazi, puisque c'était l'armée régulière, voire les SS ont même trouvé à s'employer dans la Légion étrangère française, ont participé aux guerres de décolonisation, Indochine, etc. C'est vrai qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'il y en a beaucoup de gens qui se sont fait recycler. On va en parler tout à l'heure. Donc, et ils avaient le sentiment de continuer leur combat contre le communisme à travers justement donc, ces nouvelles guerres, quelque part, d'un nouveau genre, quoi. Alors là, il parle de la tradition allemande, donc pour l'affection qu'ils avaient pour l'Amérique latine. Donc là, il y a une vidéo, je vous montrerai après les références. Voilà, je ne parle pas non plus des crimes idéologiques du communisme qui ont fait bien plus de morts que le nazisme. Et encore, je trouve dommage que notre époque reste privée à un camp des gentils et de l'autre celui des méchants. En réalité, c'est simplement des intérêts économiques divergents, tout à fait d'accord. Alors les US sont entrés en guerre tardivement une fois que leurs intérêts économiques ont été perturbés. De plus, lorsque les US ont bombardé l'Allemagne, ils ne bombardaient pas les usines où ils avaient mis leurs capitaux. Alors là, je suis complètement d'accord. Tout à fait, on a plein d'usines, notamment en Hambourg, etc. Et ailleurs, à chaque fois, c'était forcément la chasse gardée. On verra après un peu plus pourquoi. Je pense que notre ami a aussi les connaissances là-dessus. Alors concernant, il revenait encore après, parce qu'il m'avait envoyé un autre message pour me dire, donc la mort d'Hitler, on peut aussi dire, d'après le thème, qu'il y a Pluton en maison 8 et Neptune non loin,
avec Neptune, donc c'est toujours flou. Donc j'ai entendu parler de crânes déterrés par les soviétiques dans les jours après le suicide. Les restes auraient été amenés quelque part, puis ensuite des années après détruits, donc au conditionnel, pour éviter de créer un lieu de culte mémoriel pour les néo-nazis. Donc lui, il dit que ça tient la route comme explication. Il resterait cependant un fragment de crâne et un bout de mâchoire avec une prothèse dentaire en Russie. Il serait donc très facile de vérifier par l'ADN que cela appartient bien à Adolf Hitler. Ce n'est toujours pas fait. Par ailleurs, l'astrologie médicale montrerait que les dents affectées de Hitler, puisqu'il avait des problèmes, je crois, dentaires, correspondraient à la mandibule inférieure, partie taureau. Donc le mandibule supérieur appartiendrait, quant à elle, anatomiquement au bélier. Donc ce serait à vérifier par rapport aux fragments existants et au dossier médical d'Hitler. Mars en taureau, maître donc de la 6, oui, de la 6 en fait, c'est-à-dire Mars, maître du bélier, où on a justement effectivement cette maison 6. Donc santé chronique, affection, taureau, inflammation, au carré, avec Saturne en chute, nécrose, carie. De plus, on pourrait et devrait consulter la maison 9, voyage, hélas. Alors là, non, il met au-delà des mers en traditionnel, c'est-à-dire que la maison 9, effectivement, ça correspond bien au grand voyage, hein, quelque part. Donc cela devrait supposer quelque chose, c'est-à-dire qu'on devrait retrouver des éléments qui laissent penser que Hitler serait parti justement en Amérique latine, en Argentine, pour finir ses jours là-bas. Alors là, on voit quoi en maison 9 ? Il parle du cancer intercepté, donc avec la cuspide, donc on a pardon, pas la cuspide, le nœud nord de la Lune en cancer. Voilà, donc on a le début de la maison 9 qui démarre en Gémeaux. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de mobilité, mais il ne voit pas de grands pays ou de pays fixes, donc pour finir sa vie, quoi, puisqu'il parle de Mercure maître justement du Gémeaux, donc étant bélier, se trouve en 7, donc contrat avec des pays étrangers, exemple, alors célèbre pacte de germano-soviétique, 6 voyages importants. Alors il nous dit, normalement on devrait voir, je sais pas, le bélier ça pourrait être le Japon par exemple, l'Allemagne est aussi un pays bélier, donc voilà, pour lui il n'est pas très catégorique là-dessus, quoi, hein. Donc voilà, même la Lune en Capricorne, significateur de la maison de résidence, est opposée donc à la maison 9, puisqu'elle est en 3. Donc voilà, il nous dit qu'elle est en exil. Donc voilà, donc pour lui, il parle de la chute, effectivement, Jupiter en chute en Capricorne, donc ça ne plaide pas pour des jours heureux en résidence à l'étranger, ou alors cachés à la montagne, effectivement. Le Capricorne nous parle bien de la montagne, plutôt dans les lieux élevés, quoi, quelque part, hein. Donc la période de fin de vie est quand même bien, donc la 4, et c'est là, donc il revient encore sur le caractère, l'originalité, mais le maître du Verseau est bien Saturne en chute en Lion, donc je reste en astrologie ancienne pour ne pas multiplier les facteurs d'interprétation, donc culminant, donc pourquoi tous les dignitaires nazis ou presque se sont fait prendre à la fin et pas Adolf Hitler? Qu'est-ce qui plaiderait dans son thème pour une fin de vie à l'étranger? Peut-être une part de fortune en cancer en maison 9. Enfin, il s'interroge, voilà, hein, il se pose plein de questions, il n'est pas très sûr, mais voilà, il veut... Pour lui, il n'est pas clair, pas évident que Hitler se soit enfui. Et effectivement, quand on regarde comme ça d'entrée de jeu, on peut se dire bon, qu'il a tout à fait raison. Et je vais vous apporter, donc dans la prochaine partie, la controverse. Nous n'aurons pas le temps de voir les documents qu'il nous a présentés, mais je vous les présente, comme ça c'est à vous de vous faire votre propre opinion, d'aller vérifier par vous-même. C'est une vidéo qui dure 50 minutes environ. Donc la vérité sur Hitler, absolument voir pour comprendre, comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion. Alors seconde vidéo, donc Hitler est-il vraiment mort en 1945? Donc là, vous pouvez retrouver cette vidéo sur cette chaîne-là, vous avez le nom, voilà. Cette deuxième partie de vidéo est terminée, nous nous retrouvons pour la troisième partie.